Donc, maintenant, de retour dedans mon ancien setup, il est temps de recommencer la série Questions d'affaires. Être entrepreneur, c'est être payé pour aimer sa vie. Donc, j'ai CV 3 questions qui m'ont été posées. Enfin, non, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé, là. Mais, avant de commencer, si tu as des questions, pose-les dans les commentaires. Si j'ai 3 questions ou moins, ta question va assurément être dans le prochain épisode de Questions d'affaires. Donc, il y a une personne qui a mis une publication qui a demandé c'est quoi qui vient en premier, les pensées ou les émotions? C'est quoi qui cause un, c'est quoi qui cause l'autre? Puis, moi, ma réponse avec ça, dans le fond, la réponse que je vais répondre, c'est un petit peu plus en détail au comeback de ma réponse. Mais ma réponse, en gros, c'était ni un ni l'autre. Parce que les émotions ne causent pas les pensées et les pensées ne causent pas les émotions. Les deux sont distincts complètement. Par contre, tu peux avoir des pensées qui vont créer des émotions, puis tu peux avoir des émotions qui vont faire en sorte que tu vas avoir des pensées qui vont surgir. Puis ça marche d'un deux bords, mais fondamentalement, ils ne sont pas liés. Qu'est-ce qu'il disait après ça? Ma réponse, c'est qu'est-ce qui crée les pensées, puis d'où est-ce que ça vient les émotions si ça ne vient pas des pensées? Donc, on va commencer avec les émotions. Les émotions, c'est une chose qu'on n'a pas un gros contrôle dessus. On a un certain contrôle, c'est sur, dans le fond, la réaction qu'on va avoir avec ces émotions-là, puis la façon qu'on va les amplifier ou la contenir, si on veut, c'est notre émotion. Mais grossièrement, les émotions viennent avec les situations, viennent avec ce qui se passe, viennent avec, ça peut arriver avec les pensées, mais les émotions, ça fait juste arriver. Puis c'est pas nécessairement une pensée qui va créer l'émotion, c'est ça l'affaire. C'est oui, une pensée peut créer une émotion, mais tu peux avoir une pensée qui ne crée aucune émotion. Tu sais, là, je te demande de penser à une chaise, ben, tu penses à une chaise, puis tu n'as pas des émotions qui apparaissent, à moins que tu aies eu un mauvais souvenir ou un super bon souvenir avec une chaise, que là, ben, tu vas peut-être avoir pensé à ça en plus, puis là, ça va créer une émotion. Mais en règle générale, je te demande à penser de quoi de bâtard, ben, tu ne vas pas arriver puis avoir les émotions qui vont surgir. Mais les émotions surgissent comme ça. Il y a des choses qui vont se passer, des situations, puis les émotions vont surgir. Et à l'inverse, l'émotion ne va pas nécessairement susciter une pensée. Un bon exemple pour ça, c'est la peur. Tout le monde a peur. Tout le monde a des peurs ou va avoir une peur quelconque à un moment donné, des choses qui n'est pas à l'aise, qui a peur finalement. Puis, cette peur-là, tu as deux choses qui peuvent arriver. Je ne parle pas en anglais, il appelle fight or flight, de te battre ou de t'enfuir, là. Mais vraiment, cette peur-là, tu peux dire, moi, je ne fais rien, je ne fais pas ça parce que j'ai peur. Ou tu peux te dire, j'ai peur, mais je vais le faire pareil, puis je vais devenir plus courageux. Je vais être courageux et je vais le faire. Tu sais, une pensée ou l'autre pensée. Et la pensée n'est pas en lien avec l'émotion. Je veux dire, il y a un lien avec l'émotion, mais c'est toi qui as le contrôle de cette pensée-là. Est-ce que tu es courageux? Est-ce que tu es peureux? Est-ce que tu es courageux? Est-ce que tu es peureux? C'est toi qui as le contrôle là-dessus. Et beaucoup de monde ne vont pas prendre ce contrôle-là. Ils vont se dire que c'est les situations, puis tout, là, ils ont une émotion qui va arriver. Puis tout d'un coup, là, par défaut, il y a quelque chose qui va se passer. Parce que dans leur vie, ils vont avoir appris que c'est ça qu'il faut faire, soit par la force des choses, soit par répétition, peu importe. Il y a du monde que dans leur famille, leurs parents, puis les amis, puis tout ça, vont dire non, écoute, si tu as peur de quelque chose, il faut que tu affrontes tes peurs, puis tout ça. Puis, par défaut, que ça soit à faire, c'est choisir l'option du courage. Et il va y avoir du monde aussi que c'est l'inverse. Quand il y a quelque chose qui est dur, qu'ils ne sont pas confortables, puis tout ça, ils se font dire, ils apprennent dans la vie que non, il faut laisser ça aller, puis faire autre chose. Fait que quand ils ont peur, ils vont aller chercher dans le fond, de rester à avoir peur, puis de continuer dans ce chemin-là, puis pas faire la chose qu'ils ont dit que. Pas faire la chose qui leur fait peur. Mais l'affaire, c'est que peu importe lequel des deux que tu es, c'est sûr que si tu prends de base l'option courage, ben, tu sais, à quelque part, ça serait stupide de commencer à pratiquer à pas être courageux. Mais à l'opposé, si quand tu as peur, tu évites tout le temps, ben, tu peux, au contraire,
te dire, hey, je vais être courageux, puis passer à l'action pareil. Savoir que cette chose-là que tu as peur, de le faire, tu n'auras plus peur. Puis ça, c'est toutes tes pensées. C'est pas rien de physique à faire, c'est tout dans tes pensées. Et c'est des pensées que tu as le contrôle. L'affaire, il faut que tu te rendes compte que tu as ce contrôle-là. Il y a beaucoup de monde qui ne s'en rendent pas compte. Puis, j'avais dit ça dans une autre vidéo, mais il y a aussi ce choix-là de penser puis, qui affecte les émotions. Donc, on va rester avec la peur parce que c'est de ça que je parle. L'autre fois, j'ai parlé de la dépression parce que c'est un phénomène similaire. Ou ça peut être aussi le bonheur, parce que tout ça, c'est un phénomène similaire. L'anxiété, c'est toute une émotion et un choix de pensée. Puis le choix que tu fais, c'est soit que tu n'en fais pas, puis que c'est un des deux, ou c'est soit que tu prends consciemment un choix. Donc, mettons que tu as peur. Tu as une grosse peur qui est là. Et tu choisis de ne pas faire, dans le fond, de tes pensées, tu dis, oh non, j'évite ça, mais la peur va grossir, va grossir, va grossir. Versus si tu prends le choix d'arriver puis de dire, non, je vais être courageux, mais la peur va rapetisser jusqu'à disparaître complètement ou presque complètement. Et ça, c'est bon pour tout. La dépression, c'est la même chose. Dans le fond, c'est que tu as des émotions négatives, tu as une pensée négative qui vient de base. La pensée négative crée une émotion négative qui va créer une pensée négative qui va créer une émotion négative, puis ça fait ce cercle vicieux-là. Puis là, le monde devient de plus en plus déprimé, de plus en plus triste. Ils ont après ça un paquet de façons de dealer avec ça, mais c'est tout simplement les pensées que la personne choisit inconsciemment, parce que je ne dirais pas qui subit, parce que vraiment c'est un choix inconscient, parce que la personne, il faut qu'elle vive avec ça. C'est une switch. C'est comme quand tu rentres dans une pièce, si la lumière est éteinte ou est fermée, tu décides si la lumière est éteinte ou est fermée. Si tu allumes ou tu éteins la lumière, mais si tu rentres dans la pièce, puis tu veux juste rentrer dans la pièce, tu ne fais rien, tu n'y penses pas, mais tu as quand même eu ce choix-là. Tu as quand même choisi que la lumière reste fermée ou reste allumée dans la pièce. C'est la même chose avec les pensées. Tu as le choix, même si tu n'es pas conscient que tu as ce choix-là, il est là, ce choix-là. Prochaine question, un petit peu plus business cette fois-là. La personne demandait, c'est quoi qui se passe avec les offres à 27$? Genre, pourquoi 7? La personne ajoute, moi j'aime les chiffres ronds comme, qui finissent par 5. Est-ce que 5, ça ne serait pas aussi bon pour faire une vente que 7? Puis là-dessus, je pense que cette question-là prouve bien le principe du 7. Puis pourquoi est-ce que c'est bon, le 7? Puis j'ai une opinion un peu plus large que juste sur le 7, mais je vais répondre là-dessus. Donc, tu sais sûrement, je suis presque sûr à 100% que tu connais l'affaire du 99 cents. Puis la raison pourquoi il enlève une scène, c'est que 1,99$, c'est 2$, mais tu vois le 1, fait que, hey, tu sais, même affaire avec quelque chose qui est 29,99$, c'est 30$, mais tu vois juste le 20$, et tu dis c'est dans vingtaine, mais pour vrai, c'est 30$. Puis, qu'est-ce qui s'est passé avec le 7? C'est que le monde sont quand même assez intelligents, puis ils comprennent que 29,99$, c'est 30$. Puis ils comprennent qu'une 99$, c'est 2$. Fait que le monde, ils ont arrêté de calculer ça comme ouais, tu sais, une 99, fait que c'est une pièce, ou c'est 29,99, fait que c'est 20$. Ils commencent à se dire, hey, une 99, c'est 2$, puis 29,99, c'est 30$, et ainsi de suite. Donc, la façon de combler ça, surtout en ligne, parce que physiquement, tu as encore ça, c'est tout le temps 29, c'est tout le temps 9,99, c'est des chiffres qui ressemblent à ça. Mais en ligne, dans le monde digital, surtout dans le fond des formations, des e-books, des bubbles de même, ça va être un 7. Parce qu'avec un 7, c'est encore plus petit. Fait que, tu n'es pas au 9. Tu n'es pas au 9, tu es comme plus loin. Fait que mentalement, tu t'arrondis le chiffre. Puis là, la personne a dit pourquoi 25, ce ne serait pas la même chose 25. Ça montre super bien le point parce que contrairement au 9, que quand tu y penses, tu t'arrondis ça au 30, mais quand, mettons 29,99, tu arrondis ça au 30, mais ça, à 27, la personne arrondit ça à 25. Fait que même si la personne sait que c'est 27$, dans sa tête, ça va être 25, puis le 2$, ça va être prête à le dépenser de plus parce qu'elle se dit que c'est 25. Fait que si la personne est prête à mettre 25$ dans quelque chose, c'est 27, puis la personne va faire 2$. Il va le mettre.
Fait que ça a un effet amplifié de ce 9,99$ d'avant, qui est là que quand tu vas l'arrondir, tu ne vas pas l'arrondir complètement à ces 20$, tu vas l'arrondir au milieu, puis c'est proche du milieu aussi. Puis là, hey, avec 27, c'est pas si pire que ça, mais tu as des affaires où ce que ça va prendre tout ça de façon englobée, mettons 297$. Tu sais, tu as le 7 que ça fait que si tu l'arrondis vite fait, ça fait 295, qui est moins gros que 300, ou tu as le même principe que tu vas peut-être dire, c'est 200 cucs, si tu ne l'arrondis pas pantoute, puis si tu te fais avoir avec ça. Puis, quelque chose que j'ai vu aussi comme stratégie qui est bonne, c'est le monde, ils le savent, ça. Tu sais, le 27, puis tout ça, le 9,99, même s'ils ne se connaissent pas, la psychologie en arrière de ça, comme que le 27, c'est mieux que le 9 parce que le 7 est plus proche du 5, puis le monde qu'ils savent l'affaire de 9,99, ils vont l'arrondir au 5. Même si le monde, là, ils ne vont pas arriver puis tout savoir cette psychologie-là. Il y a une autre chose aussi qui marche mieux selon ce que tu vends. C'est sûr, si c'est une affaire à une pièce, peut-être pas, mais si c'est une affaire super chère, quelque chose qui marche bien, c'est de ne pas faire ça, de ne pas faire cette gimmick-là, que le monde sache que c'est une gimmick, que c'est pas vraiment un prix. Puis surtout, quand tu fais une affaire, mettons, on va prendre l'exemple que j'ai dit à 297. Tu sais, 297, 299 et 99 sous, là, tu le sais que c'est un prix de bullshit. Là. Tu sais que ça coûte X, puis qu'ils ont dit 300$, puis on va le réduire un peu pour pas que ça paraisse, puis que le monde, ça passe. Mais une stratégie à faire, c'est d'augmenter le prix. Tu veux que ça soit 300$? Donne un prix bâtard. 312,48. 312,48, là, c'est bâtard. Ça ne va pas avec aucune psychologie vraiment. C'est pas rien que le monde connaît. Mais le lien en arrière de ça, là, ça peut être n'importe quoi. J'ai dit 312,48, mais ça peut être 321,14. Peu importe. L'idée en arrière de ça, c'est qu'en ayant un chiffre bâtard, ça va faire en sorte que la personne va se dire que le prix est beaucoup plus ancré dans la réalité. Si c'est ce prix-là qui est vraiment comme pas un prix comme fictif, genre de 9,99 à la fin ou de 7 à la fin, c'est parce qu'il y a eu une pensée en arrière de ça de comment est-ce qu'on peut donner le meilleur deal ou comment est-ce que vraiment on peut donner un prix qui fit avec qu'est-ce que ça coûte. Puis même si c'est pas vrai, même si c'est carrément inventé, ce chiffre-là, ben ça marche pareil. Ça marche pareil. Le monde, ils se disent que ça ne l'est pas inventé. Parce que c'est pas une stratégie qui est utilisée. Puis la raison pourquoi, là, je trouve que ça, c'est une bonne idée, c'est parce que personne n'utilise vraiment cette stratégie-là. Les trucs qui finissent par 9,99, le monde le sait que c'est ça. Les affaires qui finissent par 7, le monde commence à le savoir. Mais les affaires qui finissent par des chiffres bâtards, le monde ne le savent pas encore beaucoup. Fait que tu as plus de chance avec ça. Une autre stratégie, c'est d'aller avec des chiffres ronds. Si ton affaire, c'est quelque chose de virtuel surtout, des chiffres ronds, c'est parfait. Tu sais, si tu vends une formation à 297$, le monde, ils le savent que c'est inventé, puis le monde, ils vont savoir que c'est 300$. Mais si tu vends ta formation 300$, le monde va voir une honnêteté là-dedans. Il y a un petit peu la psychologie du prix aussi. Est-ce que 300$, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup pour qu'est-ce que tu as? Mais si la personne est prête à payer le 300$, puis est prête, elle a besoin de cette affaire-là, mais quand elle va avoir le 300$, elle va se dire, la personne est honnête, il me dit 300$, je sais que c'est un prix inventé, que c'est juste comme ça qu'il le vend, mais au moins la personne est honnête. Donc, ça, c'est une autre stratégie que je verrais qui est utilisée. Je le vois plus souvent, je le vois moins souvent que 9,99 qui est partout, puis que le 7 qui est quand même là très souvent, mais les chiffres ronds, je le vois quand même assez souvent. Finit par 5, finit par 0. Puis vraiment, c'est à toi de voir c'est quoi ta stratégie. Est-ce que la personne va avoir plus de facilité ou plus de difficulté à vendre? Puis au final, toi, c'est quoi la stratégie que tu es à l'aise? Dans ton marché aussi, c'est quoi la stratégie qui est utilisée? Parce que si tu regardes de la vente au détail, bien, c'est tout 9,99. Fait que tu peux essayer de faire d'autres stratégies, voir si ça marche, mais en règle générale, tu devrais te baser sur la stratégie qui est utilisée. Parce que si la stratégie est utilisée, c'est parce qu'elle fonctionne. Tout ce que tu peux faire, c'est faire des tests, voir si ça marche mieux avec une autre stratégie. Puis si ça marche mieux, tu fais ça.
Parce qu'au final, 9,99, 7, le prix exact ou un chiffre bâtard, il n'y en a aucun qui est meilleur que les autres. Celui qui est meilleur que les autres, c'est celui qui marche pour ton marché. Fait que si tu ne fais pas de test, tu ne sauras pas c'est lequel qui marche. Dernière question, il y a quelqu'un qui a demandé si j'avais des recommandations, ou en fait, là, c'était dans un groupe Facebook, là, si quelqu'un avait des recommandations pour avoir du trafic organique. Puis, moi, ce que je dirais à ça, créer du contenu, c'est important. T'sais, c'est simple. Si tu fais une affaire, le monde l'aime, ils vont le partager, ils vont en parler à du monde. T'sais, le plus que tu en fais, le mieux que c'est. Le plus que tu as une personne qui va finir par le voir, l'aimer puis le partager. Il y a déjà ça. Puis, ça va avec le temps. Plus que tu fais du contenu sur le temps, plus que tu vas avoir des personnes qui vont voir ton contenu. Puis là, tu vas avoir plus de monde qui vont regarder ton contenu. Puis là, ils vont le partager encore. Puis il va y avoir plus de monde qui va voir ton contenu. Il y a ça. Puis il y a aussi le fait que plus que tu crées de contenu, plus que tu vois comment que ton public cible réagit à ton contenu, plus que tu vas être capable de t'adapter, meilleur que tu vas être aussi. Tu sais, à faire des vidéos comme là, cette vidéo-là, je suis quand même super à l'aise de le faire, de le filmer, faire le setup, parler. Tu sais, avoir fait ça il y a 5 ans, je n'aurais pas eu ce même rythme-là dans mon vidéo. C'est toute une question de pratique aussi. Une autre chose, c'est avec le monde que tu rencontres. Tu sais, dans ta business, oui, les médias sociaux, le contenu organique, c'est le fun, mais il faut que tu fasses quand même du développement d'affaires. Il faut que tu rencontres du monde. Il faut que tu t'entretiennes des relations. Puis, ce monde-là, tu peux leur dire, hey, va me voir sur Facebook ou va checker mon vidéo sur YouTube. Puis, surtout si tu fais du contenu où c'est vraiment en lien direct avec ce que le monde fait, comme là je fais des questions, je réponds à des questions business. Ben, si j'ai quelqu'un que je sais qu'il y a de la misère à trouver quand faire du contenu organique, je peux dire, quand cette vidéo-là va être publiée, hey, va voir mon vidéo, je parle de ça en détail, qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je suggérais pour ça. Donc, la personne va le voir, il va aimer ça, liker, partager, etc. Puis, c'est toujours plus puissant. Quand tu vas en personne, tu appelles la personne ou tu textes la personne, on peut te dire, hey, j'ai cette affaire-là, va checker ça, c'est vraiment rien avec ce qu'on a parlé l'autre jour. Si tu as apprécié la vidéo, partage-le, ça m'aiderait. Tu sais, petit peu par petit peu, ça crée des liens. Ou, si tu as apprécié, laisse-moi un commentaire, ça va m'aider. Là, ça va vraiment avec qu'est-ce que tu trouves utile pour l'instant. Je te dirais, si tu n'as pas de commentaires, commence avec des commentaires, c'est important. Si tu n'as pas beaucoup de monde qui te suit, partager, ça aussi, c'est important. Puis, je pense que l'important dans les médias sociaux, c'est d'accepter que c'est du long terme. Tu sais, quand tu prends ton téléphone, tu appelles quelqu'un pour faire une vente, ton objectif, c'est qu'à la fin de l'appel, la personne, elle dit, OK, c'est bon, j'achète. Quand tu fais une publicité sur Facebook, mettons, médias sociaux, ou même dans les journaux, peu importe, ton objectif, c'est qu'à la fin de la semaine, à la fin du mois, la personne ait fait un achat. Puis, éventuellement, un peu plus que juste une personne qui ait fait juste un achat, là, tu vois le principe. Quand tu fais du contenu sur les médias sociaux, c'est vraiment sur le long terme. Il faut que tu donnes comme objectif que la personne qui te regarde, qui regarde ton contenu, achète de quoi dans 10 ans. Puis, la raison, c'est pas que ça va prendre du temps nécessairement, parce que c'est sûr que si ça prend 10 ans avant de faire ta première vente, c'est pas le fun. Mais l'affaire, c'est que qu'est-ce que tu vas bâtir avec tes médias sociaux? En faisant ça, ça va être différent que si tu veux juste vendre, vendre, vendre. Parce que le monde qui vont te suivre, qui voit que tu veux juste vendre, ben, ils vont venir, ils vont regarder ton contenu, puis ils vont sacrer leur camp. Versus si ils ont de la valeur de qu'est-ce que tu fais, ils vont vouloir rester, ils vont partager ton contenu, ils vont commenter, ils vont être contents d'être là. Puis au final, ben, quand tu vois quelque chose qui les touche, ils vont acheter. Quand il y a quelqu'un qui va dire, ah, tu sais, j'ai besoin de telle affaire, puis c'est que toi, qu'est-ce que tu vends, c'est ce genre d'affaire-là, bien, il va te référer. Puis, c'est plate parce qu'il n'y a pas de façon de juger quand ça a marché. Il faut juste le faire, puis pas juste se fier là-dessus, se fier sur d'autres affaires, mais il faut le faire, tout simplement. Parce que le futur est là-dedans, dans les médias sociaux. Mais
pas juste des médias sociaux. T'sais, le monde est rendu digital, mais il faut amener le vrai monde dans le digital aussi. Je sais pas, je m'explique bien dans cette dernière chose-là. Là. Une autre façon que je pourrais le dire, c'est que, tu sais, qu'est-ce que tu fais avec les médias sociaux comme contenu organique? L'objectif, c'est de bâtir ta marque et de bâtir une communauté. De bâtir un groupe de monde qui tourne autour de qu'est-ce que tu fais. Ce n'est pas nécessairement des clients, ça peut être juste du monde qui apprécie qu'est-ce que tu fais. Un bon exemple, c'est le meilleur exemple, je dirais même, c'est Gary Vaynerchuk, que lui, il a une business dans le vin, il a une compagnie de marketing, il fait des speeches, il y a une ligue de e-sport, puis il y a plein d'autres projets qu'il fait, mais tout ce qu'il fait, c'est du contenu. Puis, il y a plein d'autres bons exemples avec ça. Les vedettes, c'est un bon exemple. Tu les regardes pour leur contenu sur les médias sociaux, mais après ça, quand ils font un film, tu vas aller voir son film parce que, il y a une personne là-dedans. Ou comme d'autres vedettes qui vont faire, des fois, ils vont lancer une business, ils vont faire la marchandise, ils vont peut-être avoir un accord commercial avec une autre compagnie. C'est le même qu'ils vont aller chercher leur argent, une fois de temps en temps, quand ils font des deals, quand ils vont faire une promotion de quelque chose. Mais au final, tu vas suivre la personne parce que qu'est-ce qu'elle fait, tu trouves ça intéressant. Et c'est le même pour toi aussi. L'objectif que tu as sur les médias sociaux, c'est comme ça que tu vas grossir ta business et ta marque, c'est tout simplement en faisant du contenu que le monde apprécie. T'sais, soit qu'ils trouvent ça drôle, soit qu'ils trouvent ça le fun, soit qu'ils trouvent ça éducatif. C'est pas important. Parce qu'au final, qu'est-ce qui est important, c'est que toi, tu sois à l'aise avec ce que tu fais. Tout simplement. Si tu es content de ce que tu fais, good. Après ça, dans ce type de contenu-là que tu fais, il faut que tu trouves qu'est-ce que tu peux faire qui va aller rejoindre là. Donc, j'espère que tu as apprécié ce nouvel épisode-là de Questions d'affaires. Si c'est le cas, ben, like, partage. Et si tu as des questions encore, pose-les dans les commentaires. Vraiment, c'est important. C'est donnant-donnant. Tu poses une question, c'est pas vraiment compliqué. Puis, moi, ça me fait du contenu. Toi, ça te rend service. Je peux répondre à ta question, te donner un angle différent de vue sur cette question-là. J'ai pas. Si c'est quelque chose que je comprends pas, que je sais pas, je ne vais pas arriver puis me mettre à dire la bullshit sur quelque chose. Je vais rester honnête. Si c'est quelque chose que je ne comprends pas, ben, je veux le dire. Ce n'est pas un sujet que je maîtrise. Puis si j'ai un avis là-dessus, je vais en parler. Si j'ai des références, peut-être, je vais en donner. Mon objectif, c'est de donner de la valeur. Puis de ne pas être honnête, je pense que ça serait d'enlever de la valeur. Puis c'est pas. C'est contre-productif, autant pour moi que pour toi. Fait que je vois même pourquoi je fais ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci d'avoir regardé et on se voit une prochaine fois.